Alger, il y a 40 ans. Matin du 5 juillet 1962. Après 7 ans de guerre, enfin la paix. L'Algérie est indépendante. Un jour si attendu. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, de passer d'un système à un autre, de participer à la libération de son pays à un âge où normalement on doit poursuivre ses études, avoir une vie normale, tranquille, calme, etc. Finalement, c'est l'aventure dans l'aventure. On était tous jeunes à l'époque, on n'avait pas d'expérience. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous on a vaincu l'armée française. Moi j'ai dit ce n'est pas vrai. Nous, on a obtenu uniquement notre droit en tant qu'être humain à vivre dans une petite démocratie d'abord. Hein. Parce qu'on n'a pas de la démocratie, c'est un autre problème. Combattant sans visage de la première heure de la guerre d'indépendance, chef historique mythique de l'insurrection contre la France, responsable du FLN à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Algérie, ils étaient jeunes, ils avaient tous entre 20 et 30 ans. Tous ces hommes ont joué un rôle essentiel dans la guerre d'Algérie. Pour la première fois, ils racontent l'été 1962. L'été 1962, les joies de l'indépendance et les luttes pour le pouvoir. L'indépendance aux deux visages. Trois mois plus tôt, mars 1962. La guerre dure depuis 7 ans. En Algérie, les maquis de l'intérieur, divisés en 6 régions, qu'on appelle wilayas, sont isolés et terriblement décimés. Moins de 1 survivant sur 3. Nous sommes des miraculés parce que c'était très difficile bien sûr. Youssef Ratib, responsable en 1962 de la Wilaya 4, la grande région autour d'Alger, engagé très jeune, n'a jamais quitté le maquis pendant toute la durée de la guerre. La Wilaya 4 a perdu le tiers de son effectif. Vous aviez l'impression d'être abandonné ou... Abandonné, oui. Abandonné, isolé par la construction de barrages électrifiés longs de 300 km sur les frontières tunisiennes et marocaines, et coupé de toute aide et renforts extérieurs. Coupé des secours des forces de plus en plus importantes qui forment, au Maroc et en Tunisie, une véritable armée, l'armée des frontières. Coupé des chefs historiques de l'insurrection arrêtés 6 ans plus tôt, Ahmed Ben Bella, Mohamed Khidr, Ossinaït Ahmed, Mohamed Boudiaf, Mostefa Lashraf sont emprisonnés en France. Depuis leur arrestation, le pouvoir politique est à Tunis, en exil, représenté par le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, alors présidé par Ben Youssef Ben Khedda. Une révolution géographiquement écartelée entre les maquis de l'intérieur, l'armée des frontières au Maroc et en Tunisie, le GPRA à Tunis et les chefs historiques prisonniers en France. Pour en finir, le GPRA a désigné son vice-président Krim Belkacem pour négocier avec la France l'arrêt des combats. Négociation d'abord secrète, puis au grand jour, à Évian. Louis Jox pour la France, Krim Belkacem pour le GPRA, négocie le départ de l'armée française, le statut de la minorité européenne, le sort des harkis et enfin le destin du Sahara et des gisements pétroliers. Pour nous, les négociations d'Évian, une bonne partie des négociations d'Évian, c'était un peu secret. Salah Boubnider dit Saout al-Ahrab, responsable de la Wilaya 2, nord constantinois, au maquis depuis 6 ans. C'est-à-dire, nous, on sait qu'il y a quelque chose qui vient. Mais officiellement, on n'a pas été informé. On a été informé une fois
tout est terminé. Les accords d'Évian n'étaient pas au courant. Comment on pouvait le savoir? Vous entendiez des rumeurs, vous aviez des fragments d'informations? Non, pour nous, l'information, c'était le poste radio. C'était ça uniquement. La radio, c'est-à-dire Europe numéro 1 ou Radio Luxembourg, sur les postes transistors des soldats français. On n'a plus de risques, parce qu'il fallait prendre des risques comme ça. On se rapprochait le plus possible d'un camp, d'un poste. Et le cessez-le-feu, vous l'apprenez comment? Cessez-le-feu à la radio également. Oh, comment voulez-vous? C'est ça, les gens ne savent pas ces détails, mais c'était coupé. C'était extraordinaire, c'était l'ennemi qui nous informait. À travers la radio, à travers la presse. Nous étions informés. Le 18 mars 1962, après plus d'un an de difficiles négociations, un accord est enfin conclu entre les deux parties. Parmi les négociateurs, côté algérien, Reda Malek. Pendant toutes ces négociations, qu'elles soient secrètes ou publiques, on ne s'est jamais touché la main. Avec les délégués français, oui. Jamais. Parce que nous étions en guerre. Le 18 mars, à 17h, Jox a fait un discours pour la coopération, la réconciliation entre les deux pays. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est levé et qu'il a touché la main des délégués algériens. Et qu'il y a eu une photo qui a été prise. Parce que pendant toutes ces négociations, il n'y a jamais eu de photographe. Même public, ces négociations étaient connues, etc. Mais à l'intérieur, dans la table de négociation, il n'y a pas de photo. La seule photo qu'on a, c'est celle où on a serré la main de délégués français. Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis. La paix est... On va dans de l'arrière. Aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. J'étais à Tunis, à l'annonce du cessez-le-feu. Salah Goudjil est alors à Tunis, officier de l'armée de libération nationale. Et moi, il y avait toute une joie cette journée-là. Il y avait beaucoup d'Algériens, tout le monde était content. Les Tunisiens aussi étaient très contents. Il y avait semble d'une fête. Mais ça restait quand même, après le 19 mars, on pensait tous, après le 19 mars, comment que les choses allaient se passer après le 19 mars. Après la signature des accords d'Évian, les frontières s'ouvrent. Des centaines de milliers de réfugiés, dont la plupart sont des paysans déplacés par la guerre, sont autorisés à revenir en Algérie.